Vielen Dank. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. Je suis à vous. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Julien Lesgourg. Je suis professeur de cosmologie ici à l'Université d'Aix-la-Chapelle. J'ai le grand honneur d'être le modérateur de ce débat sur l'Europe. Dès que vous le souhaiterez, je suis prêt à solliciter les questions des étudiants, à moins que vous ne souhaitiez avant dire quelques mots. Simplement pour vous dire bonjour, vous remercier de cet accueil formidable. Évidemment, remercier la ville de Aaren, Monsieur le maire, et le prix Charlemagne, Monsieur le Président, du comité, de l'immense honneur qui m'a été fait ce matin d'avoir ce prix, que je prends comme une incitation à aller plus loin et poursuivre les efforts et les actions, et non pas comme un remerciement pour ce qui a déjà été fait. Et donc, j'ai fait un discours ce matin. Je pense que le mieux est que maintenant nous débattions de manière très libre et que je réponde à toutes vos questions. En tout cas, merci pour votre accueil et je suis très heureux d'être parmi vous cet après-midi. Très heureux. Nous allons donc prendre les premières questions. Merci de lever la main. Alors, mademoiselle, ensuite monsieur et mademoiselle. Allez-y. Alors, avant de commencer, toutes les félicitations pour le prix Charlemagne. Quel honneur! Je m'appelle Anna Janssen et je fais mes études en théologie catholique et en français. Et ma question, c'est pourquoi l'Europe est-elle une communauté de valeurs unique par rapport aux autres puissances mondiales comme la Chine ou la Russie? Les valeurs communes sont-elles capables d'insuffler le nouveau désir d'une culture démocratique en Europe? Nous allons prendre les questions par trois, si vous le voulez bien. Donc, monsieur, deuxième question. Malheureusement, mon français n'est pas tout à fait au point. Je vais vous poser la question en allemand. Je m'appelle Moritz. J'étudie les sciences de l'ingénieur, les techniques d'ingénieur. À votre avis, comment l'Union européenne devrait-elle se positionner pour essayer d'éviter un conflit au Moyen-Orient, pour démilitariser l'Iran, notamment compte tenu du retrait des États-Unis de l'accord, donc pour être un partenaire au Moyen-Orient. Et une troisième question, s'il vous plaît. Je m'appelle Claudia Stenzel, j'étudie la théologie et le développement global. Dans le monde, il existe une image de l'Europe qui n'est pas contemporaine et qui est fortement critiquée. De votre côté, vous parlez souvent d'une Europe des visionnaires. D'où ma question. Comment pourrions-nous assumer notre devenir européen, nous adapter ou nous actualiser, nous moderniser de telle sorte que nous puissions faire fi de ces critiques qui sont adressées à notre égard, et comment pensez-vous que nous pouvons nous rapprocher de cette Europe des visionnaires? Merci beaucoup à tous les trois. Merci d'abord à Anna d'avoir posé sa question en français et je vous comprends parfaitement. J'entends l'allemand et je parviens encore à le lire, mais je n'ose le parler fluidement devant vous. Donc j'ai la même indulgence, enfin je réclame la même indulgence que celle que vous réclamiez. Pour la première question, qu'est-ce qui fait de l'Europe une communauté de valeurs unique? Déjà, c'est en effet peut-être d'essayer, comme vous l'avez esquissé dans votre question, de se comparer. L'Europe, c'est le continent. D'abord, si on le regarde géographiquement, il y a peu d'espace aussi ramassé, avec autant de langues, de cultures diverses. C'est cette Europe des cafés dont parle George Steiner, c'est-à-dire une Europe du débat permanent, dont le centre a toujours été décentré par rapport à lui-même. Beaucoup pensent qu'ici à Aaren,
nous sommes dans le centre de l'Europe, ce qui est vrai de l'Europe carolingienne, mais quand on parle de la Mitteleuropa, ce n'est pas ici. C'est dans ce qui paraît pour d'autres déjà très périphérique par rapport à nous et que sont ce confin qui va de l'Autriche aux Balkans occidentaux. Tout ça pour dire que cette Europe, c'est un précipité unique de géographie, de culture, de langue, de différences en un continent où toutes les grandes religions du livre ont eu à cohabiter, où toutes ces langues, ces cultures ont eu à cohabiter, mais quelque chose d'unique est né. La première chose qui me semble caractériser ces valeurs communes européennes, je l'évoquais ce matin en creux, c'est un certain rapport à l'universel, qui va sans doute avec le fait que l'Europe est un palimpseste comme ça de religions. Toutes les grandes religions s'y sont ou superposées ou parfois affrontées et ont eu à y vivre. Et c'est assez unique, parce que quand vous regardez les autres plaques dans le monde, il y a souvent eu une ou deux religions. Nous avons eu quasiment toutes les religions à travers les grandes conquêtes et les grands empires qui ont marqué l'Europe, de l'Empire romain puis carolingien, mais jusqu'aux empires ottomans qui ont aussi traversé l'Europe. Et donc nous avons eu quelque chose d'un rapport à l'universel qui s'est d'abord construit. Ensuite, l'Europe, c'est le continent des Lumières. Et les Lumières existent avant les Lumières. La paix en Europe se fait dans ces religions parce qu'il y a des gens comme Erasme qui savent trouver justement, réarticuler une forme d'universel raisonnable pour réussir à vivre avec ces différences de religion. On sort de la guerre des religions européennes parce qu'il y a de ces grands sages. Mais je crois que ce qui fonde à un moment donné aussi ce rapport très particulier, c'est le rapport à l'Aufklärung, voilà, les Lumières, qui, d'Erasme à la Renaissance, en allant jusqu'aux Lumières elles-mêmes de nos philosophes, et donc au XVIIIe siècle, ont marqué l'Europe, ce qui est un rapport à l'individu, à la personne. Et c'est là où j'en viens à peut-être ce qui est à mes yeux la quintessence, l'essentiel de l'Europe et de nos valeurs, c'est un attachement unique à la liberté et à l'égalité. Et donc, aux droits propres aux individus. La Chine pense un rapport à l'égalité, organisé dans une collectivité étatique. Elle ne pense pas du tout comme nous le rapport à la liberté. Pas du tout. Ni les libertés d'opinion, ni les libertés relatives aux droits de l'homme, etc. Les États-Unis d'Amérique, notre allié historique, ont un rapport à la liberté et aux libertés individuelles très fort, porté dans leur constitution. Mais ils ont une tolérance aux inégalités, aux injustices, qui n'a rien d'européen. L'Europe a donc, à partir du XVIIIe siècle, cette espèce de matrice unique qui est cet équilibre entre la liberté et l'égalité. Et c'est ce qui fait qu'en Europe, on va créer cette espèce de triangle magique qui est l'émergence de démocratie, qui est le développement de toutes les libertés, des droits individuels, des droits de la société qui accompagnent la démocratie et qui constituent un progrès constant pour les individus dans la démocratie, et qui est une émancipation par l'école et les droits dans la société et l'égalité des droits vers laquelle on doit constamment tendre. Et je rends ici hommage à ce concept, je dirais, synthétisé par l'Allemagne du XXe siècle, mais une économie sociale de marché. C'est-à-dire un équilibre des rapports marchands dans la société, où il y a une liberté des échanges, mais également certains équilibres qui sont faits, un dialogue social dans l'entreprise. Vous n'avez nulle part ailleurs cela, à ce point. Et vous le voyez, c'est un fil qui se tire depuis les tout débuts de l'Europe jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour moi, ces valeurs fondamentales, c'est vraiment celle-ci de liberté, de justice sociale, d'accès à l'universel. J'en rajouterai une dernière qui est cette adhésion à la culture et l'intelligence dont l'Europe a besoin pour elle-même et qui est, je crois, consubstantielle de son identité propre. On en reparlera sans doute dans le débat. Et c'est ce qui fait que l'Europe s'est toujours pensée dans un dedans-dehors. Vous parliez de la Russie. La Russie n'a pas le même rapport que nous à la démocratie. Elle n'a au fond jamais vraiment connu les mêmes expériences démocratiques que nous.
Mais la Russie a quelque chose à voir avec l'Europe. Le général de Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, parce qu'elle a quelque chose à voir avec l'imaginaire européen et la culture européenne. Elle a quelque chose à voir de ce qui nous émeut. Et ça fait partie aussi de ces valeurs. Donc pour moi, c'est cet ensemble qui fait de nous quelque chose d'unique, et comme je le disais ce matin lorsque m'a été remis le prix, qui s'exprime toujours par rapport à l'universel, qui se pense toujours par rapport au reste du monde, en ce qui s'est conçu même dans ce dialogue permanent avec le reste du monde. Mais vous le voyez bien, cet équilibre de valeurs, il n'y a aucun autre continent qui les porte, qui les résume, qui les cristallise comme l'Europe. Deuxième question, plus contemporaine, si je puis dire, même si elle est en quelque sorte les travaux appliqués de ce que nous venons d'évoquer sur le Moyen-Orient et l'Iran. Et ce que nous pouvons faire, nous, Européens, dans ce contexte. L'Iran est un sujet qui nous est posé à tous depuis la révolution de 1979. Il y a eu, quand on regarde les choses, des hauts, des bas, des moments de grande tension. Et il est clair que l'Iran s'était embarqué vers le développement d'une capacité nucléaire de défense qui inquiétait toute la région. C'est ce qui a conduit les Européens d'abord, rejoints ensuite par les Américains, à négocier un accord nucléaire qui a été signé le 14 juillet 2015, qui permet de surveiller l'activité nucléaire de défense iranienne jusqu'en 2025. Est-ce que cet accord est parfait et réglé tous les problèmes? Sans doute pas. Non, je vais y revenir. Est-ce qu'il était meilleur que ce qu'il y avait avant? Oui, c'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons fait. Et ce que le Premier ministre israélien a révélé il y a quelques jours sur l'Iran valait avant la conclusion de cet accord. L'Iran avançait. Et donc je pense que cet accord s'inscrivait dans une bonne démarche. Les États-Unis d'Amérique ont décidé de sortir de cet accord. Nous, Européens, nous avons dit que c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, nous sommes des grandes puissances internationales. Il n'est jamais bon, nous-mêmes, de ne pas respecter le droit que nous contribuons à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'on est un peu les garants de l'ordre international. Comment aller expliquer à des puissances qui peuvent être parfois brutales, violentes, qui ne respectent pas le droit international, suivez mon exemple et vous respectez-le, quand nous ne le respectons pas? Donc, sur le principe, cette démarche ne va pas dans le bon sens. Ensuite, parce qu'elle nous fait courir le risque que l'Iran reprenne ses activités. Et donc qu'il y ait un recul par rapport à ce qu'on avait obtenu en juillet 2015. Aussi, pour moi, dans cette période, l'Europe doit pouvoir travailler sur deux axes complémentaires. Le premier axe, c'est celui de la stabilité et d'éviter toute escalade. C'est-à-dire de dire, nous sommes signataires, nous restons. Et on demande à l'Iran de rester aussi dans l'accord et donc de ne pas reprendre. Et donc n'abandonnons pas ce que nous avons fait il y a maintenant près de 3 ans. Et évitons toute escalade. Malheureusement, la nuit dernière, vous avez encore vu qu'il y avait eu des tirs entre Iran et Israël. Le risque est une escalade, une montée en tension. Soyons très vigilants pour éviter cette montée en tension. C'est le message que j'ai passé hier après-midi au président Rouhani lorsque je l'ai eu. C'est le message que je passerai au Premier ministre Netanyahou, au président Poutine, qui, dans ses déclarations de ces derniers jours, semble partager cet objectif de stabilité à court terme et éviter toute escalade. Le deuxième axe sur lequel nous devons travailler, c'est celui que j'avais un peu proposé en septembre dernier aux Nations Unies et que j'ai peut-être ouvert plus résolument à Washington il y a quelques semaines, en anticipation de malheureusement ce qui allait se passer. Parce que beaucoup disaient, vous voyez, on n'arrive pas à convaincre le président Trump. Ça fait 1 an, je connais maintenant le président Trump. J'ai beaucoup de respect pour lui. On sait que nous avons une relation chaleureuse. Enfin, une relation chaleureuse n'est pas une relation de magicien. Quand il dit quelque chose en campagne, il le fait. Il l'a fait sur l'accord de Paris, il le fait sur l'accord iranien. Donc, j'avais compris qu'il allait le faire. Et j'ai dit, nous, on peut travailler sur quelque chose, c'est pour moi le deuxième axe, de plus large. Je prends Israël, l'Arabie Saoudite, les États-Unis au mot.
Ils nous disent l'accord de 2015 sur le nucléaire n'est pas suffisant. Chiche, travaillons sur quelque chose de plus large. Et c'est vrai qu'il y a des menaces collectives. Mais donnons une visibilité à l'Iran sur ce que nous sommes prêts à faire aussi si on va au bout de cette négociation. Et c'est la même chose que j'ai dit au président Rouhani. Et moi, je pense qu'il y a 4 sujets sur lesquels on peut avancer. Le premier, c'est le nucléaire actuel, ce qu'on avait dans l'accord de 2015, qu'il ne faut pas abandonner. Le deuxième, c'est de s'assurer que dans la durée, l'Iran n'aura jamais la bombe nucléaire, et donc la situation d'après 2025. Le troisième sujet, c'est ce qu'on appelle l'activité balistique de l'Iran dans la région, c'est-à-dire la menace qu'elle fait porter sur certains de nos alliés ou des pays voisins qui n'étaient pas signataires, qui n'étaient même pas dans la négociation de l'accord nucléaire. Mais je pense à Israël, je pense à l'Arabie saoudite et à plusieurs autres dans la région voisine. Et le quatrième sujet, c'est la stratégie régionale iranienne qui est volontariste et qui, d'ailleurs, depuis 2015, est devenue de plus en plus menaçante pour beaucoup. C'est la présence de l'Iran ou de milices pro-iraniennes en Irak, en Syrie, au Yémen, mais également sa présence au Liban. Et donc, il faut qu'on ait un dialogue stratégique sur ces sujets et avoir en bonne foi une avancée qui permette d'encadrer la présence régionale de l'Iran. Sur ces 4 sujets, entamons dès maintenant la négociation pour préparer le prochain cadre d'accord. Ma conviction, c'est que cet accord, s'il est voulu, porté par la nouvelle administration américaine, il sera en quelque sorte dépollué de ce qu'elle lui reproche, qui est d'avoir été un accord négocié par les prédécesseurs. C'est de la vie politique intérieure aux États-Unis, mais c'est comme ça. Et l'autre avantage, c'est qu'on aura quelque chose qui permet de prendre en compte l'ensemble des sujets régionaux et de travailler dans la durée à l'équilibre du Proche et Moyen-Orient. C'est là que je vois le rôle des Européens, et je pense que nous avons une crédibilité, en tout cas moi depuis que je suis élu, j'ai installé la diplomatie française dans cette stratégie, c'est que nous parlons à toutes les parties, nous parlons à tous les alliés régionaux, et nous avons la possibilité d'assurer ce cadre qui est le seul cadre stable. Si ça n'est pas ça, ce sera la montée des tensions. Donc travail à court terme pour garder ce qu'on a et travail sur le moyen terme pour compléter ça d'un accord plus large sur ces 4 sujets. On va passer par des phases de tension, il faut être lucide. Elles sont alimentées par les uns et les autres. Certains y ont intérêt sur le plan de leur politique intérieure. Je crois que nous, il faut qu'on s'attache à continuer à parler à tout le monde, à donner des garanties, à faciliter les choses pour la stabilité et la paix au Moyen-Orient, mais qu'on ne lâche pas ce travail indispensable de la construction d'un accord plus large tel que nous l'avons proposé. Claudia, sur votre dernière question et à la fois l'image critiquée et l'image de visionnaire de l'Europe. D'abord, ça n'est pas vrai que l'Europe est toujours critiquée. Je pense que nous sommes habitués à nos propres débats. Et donc, on est habitué à se critiquer nous-mêmes et à être pris dans nos débats critiques sur l'Europe. Mais il suffit de voyager pour voir que l'Europe, elle continue à être admirée, enviée, et qu'il y a même un désir d'Europe. Donc je pense que ça, c'est toujours un défaut que nous avons constamment. Il est indispensable qu'on ait en permanence des débats démocratiques. Nos sociétés ont ce goût, et c'est vital pour nous. Mais ces différences de sensibilité qu'on exprime, ces critiques, ces insatisfactions, ne doivent pas nous faire oublier notre place dans le monde. Et l'Europe, elle s'affaiblit quand elle se regarde le nombril en quelque sorte et qu'elle ne fait que regarder ces petites différences. J'étais la semaine dernière dans le Pacifique. En Australie, il y a un désir d'Europe. L'Australie nous regarde en disant « nous sommes dans le Commonwealth, mais la Grande-Bretagne quitte l'Europe, ce qui est une source d'angoisse. » À un moment où la Chine est de plus en plus hégémonique dans le Pacifique, et les États-Unis leur ont tourné le dos en refusant l'accord sur le climat et l'accord commercial qui avait été signé. Et ils veulent plus d'Europe. Ils s'intéressent à l'Europe. Et ils ne sont pas dans la critique. Et partout où je vais, je sens, je vois, je mesure un vrai désir d'Europe et d'une Europe qui s'assume, parle d'une même voix et propose. Et ça, je crois que surtout pour votre génération, il ne faut pas penser que c'est fini. La deuxième chose, si on veut lui donner un plein contenu, il faut l'assumer. Et justement, il faut constamment penser l'Europe au milieu de ces défis contemporains internationaux. C'est cette souveraineté européenne dont là aussi je parlais ce matin. Tous nos grands défis, climatiques, énergétiques, numériques, intelligence artificielle, géopolitique, développement en Afrique, grande migration, tous ces défis, c'est l'Europe qui les prendra.
tous ces défis, c'est l'Europe qui nous permettra de les relever ou pas. Parce que nous avons à faire la compétition avec la Chine, les États-Unis d'Amérique. Nous avons à apporter des solutions à un continent aussi large que l'Afrique. Et donc, face à cela, il est clair que nous avons besoin de redonner en effet de la vision européenne, c'est-à-dire d'assumer que l'Europe sait parler d'une voix unie, sait porter une vision cohérente à 30 ans sur ces sujets et sait avoir des instruments au bon niveau. Et donc, il y a un désir d'Europe, ne le minorez pas. Il y a une volonté de nous voir jouer un rôle dans toutes ces régions du monde et une attente de ce que représente l'Europe en raison des valeurs que j'évoquais. Maintenant, nous, notre devoir, c'est de réussir à avoir justement plus d'unité et peut-être de profondeur de champ, d'une vision à 20-30 ans assumée par tous pour pouvoir dire, quand on est en Chine, quand on est dans le Pacifique, aux États-Unis, l'Europe, ce sera le leader de l'intelligence artificielle, mais avec des règles éthiques qui permettent de respecter les protection individuelle de chacun, qui articulera innovation et éthique, ce que ne permettent de faire aujourd'hui ni le modèle chinois ni le modèle américain. L'Europe, ce sera le modèle de la transition énergétique, avec les leaders du stockage de l'énergie et une économie qui aura, à horizon 30 ans, totalement fait sa mutation. L'Europe, ce sera le continent qui permet de penser la stabilité de l'Afrique par une politique de développement assumée, partenariale, une politique de sécurité avec l'Afrique, et qui aura ses règles justement de sécurité à ses frontières communes et une plus grande intégration. L'Europe, c'est ce continent qui permettra d'être une vraie puissance commerciale, permettant de respecter les jeux d'équilibre et de ne subir, je dirais, l'oukase de nulle puissance. L'Europe, c'est ce continent qui sera celui de l'investissement, d'une plus grande intégration économique en son sein et en son cœur, avec une intégration de ces marchés du travail, avec des personnes, à la fois des jeunes et des travailleurs qui circuleront beaucoup plus facilement, mais où il y aura dans tous les endroits de ce cœur d'Europe, de cette Europe la plus unifiée, des opportunités ouvertes à chacun. Je ne suis pas exhaustif, mais il faut qu'on arrive à se donner ces objectifs à 30 ans et ces finalités, au service de quels seront les instruments ensuite que nous aurons à décliner. Merci, Monsieur le Président. Nous allons prendre 3 nouvelles questions et puisque nous sommes dans une université, si vous le voulez bien, je propose quelques questions, plutôt sur les questions d'enseignement supérieur en Europe. Questions d'enseignement supérieur. Alors, je vois Monsieur en rose, là-bas, Mademoiselle en dessous, et puis Monsieur à côté. Merci de vous rapprocher du micro rapidement. Première question. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Maximilien Galouzès. J'étudie la technologie et le développement global. Ma question est la suivante. Dans un discours, vous avez dit qu'il y aurait 20 nouvelles universités qui seraient créées. Alors, quel est le signe distinctif de ces universités pour pouvoir être concurrentielles, compétitives au niveau global pour se démarquer par rapport aux États-Unis, à l'Asie? Est-ce que des universités qui existent déjà peuvent-elles remplir ce rôle? Merci beaucoup. Une deuxième question. Monsieur le Président, je m'appelle Imen Alamouri. Merci de nous avoir donné l'opportunité de discuter avec vous. J'ai fait mes études en biologie moléculaire. Je pose la question en allemand. Donc le système universitaire français est souvent critiqué, comme quoi il s'agirait d'un système formant et créant des élites. Vous, en tant que diplômé d'une grande école, l'ENA, dans le contexte européen, est-ce que la formation universitaire doit-elle être là pour former des élites, ou bien est-ce qu'elle doit plutôt s'orienter en fonction du principe d'égalité des chances et être plus accessible à tous? Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Frédéric. J'ai fait mes études en sciences humaines
Et voilà, je vais tout d'abord initier ma question. L'idée de l'université, selon son origine historique, c'est l'universalité en termes de représenter la complexité du monde en un seul endroit. Et selon cette idée-là, il existe des coopérations ou des projets comme Erasmus. Et voilà maintenant ma question à vous. Votre propos de créer des universités européennes signifie ce propos-là que les universités d'aujourd'hui ne remplissent plus cette rôle universel, et ne serait-il pas mieux d'investir dans les universités qui existent et élargir les coopérations et les projets comme voilà, le projet Erasmus? Merci beaucoup. Je vais me permettre de regrouper, de répondre à la première et troisième question qui sont voisines et se complètent, et je viendrai ensuite à la deuxième qui touche plus le système français et le sujet de, en effet, la formation des élites et l'égalité des chances. Je veux d'abord clarifier ce qu'est le projet, la proposition d'université européenne. Il ne s'agit pas d'ouvrir ou d'investir dans des murs dans une nouvelle université qui sortirait de nulle part et sur laquelle on dirait « ceci est une université européenne ». Mais c'est de conduire nos universités existantes à bâtir ce que certaines ont commencé à faire, mais de manière encore imparfaite, insuffisante et définitivement incomplète, mais de vraiment bâtir des vrais programmes, des vraies formations totalement européennes. L'idée est que votre université puisse bâtir avec Rome, Madrid, Strasbourg, telle ou telle autre, Bratislava ou telle autre, toutes celles qui seront candidates. Et il faut que ça ait une logique disciplinaire, une logique qui est portée par à la fois les enseignants, les chercheurs et les étudiants, des vrais cursus européens, où on passerait 6 mois ou 1 an dans tel site universitaire et un autre dans tel autre. Et donc, pour répondre en particulier à la troisième question, l'idée n'est pas de mettre de l'argent dans de nouvelles universités qui sortiront de terre, même si dans plusieurs de nos pays, il faut continuer à construire et il y a une démographie qui fait qu'on a de plus en plus d'étudiants et il faut s'en féliciter. L'idée est de vraiment bâtir de vraies universités européennes et des cycles européens en regroupant les universités actuelles sur la base du volontariat et en déployant ces premières initiatives communes qui ont commencé à être prises. Dès cette rentrée, on aura des premiers cycles et des prémices d'universités qui verront le jour. J'ai en effet donné cet objectif qui semble totalement atteignable d'une vingtaine, de 20 à horizon 2024. Mais l'idée, c'est vraiment de créer le cœur même de la promesse universitaire que vous avez rappelée, c'est-à-dire des lieux d'universel au sein de l'Europe, mais qui auraient plusieurs sites. De la même façon que d'ailleurs dans nos pays, les universités peuvent avoir plusieurs sites d'enseignement. Il y aurait une université basée sur le partenariat de 3 ou 4 sites universitaires européens pour tel ou tel cycle de philosophie, de mathématiques ou autre. D'abord, je crois que c'est vraiment fidèle à l'idée de ce qu'est l'université et cette capacité à tenir l'universel dans des lieux conjoints. Ensuite, parce que c'est ce qui me semble aller au bout d'une communauté de vues, d'intérêts, de pensées que à la fois des enseignants et des étudiants pourraient avoir. Et enfin, c'est ce qui, par rapport à la première question, me paraît vraiment répondre au défi qui est le nôtre dans la compétition internationale, c'est-à-dire d'être à la taille critique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que dans beaucoup de classements, des universités américaines ou chinoises sont très hautes? C'est leur taille et c'est qu'elles offrent des opportunités d'accès à un marché, à des perspectives dans le monde académique ou le monde de l'entreprise qui sont à la taille des États-Unis d'Amérique ou de la Chine. Nous devons avoir des universités qui permettent d'accéder, pour vous, à un vrai marché intégré du travail européen ou de la recherche ou de l'enseignement supérieur. Et la condition pour le parachever, c'est qu'on soit beaucoup plus intégré dans notre système universitaire. Si, je dis, on crée ces universités européennes, la mobilité des enseignants-chercheurs, des chercheurs, de toutes celles et ceux qui construisent leur carrière, ne se fera plus à l'intérieur d'un système national ou parfois même d'une seule université, mais
à travers ces réseaux. Elle sera donc par définition beaucoup plus européenne. Les publications qu'on arrivera à y créer, les talents qu'on arrivera à y attirer seront beaucoup plus forts. Et donc, on mobilise une masse critique qui est beaucoup plus importante. Et je crois par rapport à la Chine, aux États-Unis d'Amérique, on arrive à créer, à partir de l'existant, mais en le mettant davantage en réseau, en construisant une stratégie commune, quelque chose qui, encore une fois, place l'Europe au bon niveau d'ambition. Et c'est pour moi très complémentaire avec Erasmus, dont j'ai souhaité renforcer les ambitions, aussi bien pour ce qui est de l'enseignement supérieur que pour les filières d'apprentissage. Erasmus, c'est la mobilité individuelle. C'est ce qui vous permet, pendant un cycle scolaire, d'aller ailleurs. Mais Erasmus ne vous donne pas forcément un diplôme européen. Elle n'intègre pas vos systèmes d'enseignement supérieur et de recherche. Elle offre la possibilité à certains jeunes d'avoir un peu plus d'affectio societatis européen, d'avoir une aventure européenne et de revenir à la maison avec cette aventure. Il faut absolument le maintenir et c'est, je pense, l'une des plus belles idées des dernières décennies parce qu'elle a vraiment créé du goût pour l'autre. Elle a créé des dizaines de milliers d'histoires d'amour, et tant mieux, mais elle a créé un goût pour l'autre, une connaissance de l'autre. Si nous voulons que cette connaissance des systèmes de l'autre et des opportunités s'infuse dans nos systèmes éducatifs d'enseignement supérieur et de recherche, il faut faire cette étape qui est, à mes yeux, totalement complémentaire et qui n'est pas concurrente, qui est de créer ces universités européennes sur la base de la méthode que je viens d'évoquer. Alors ensuite, et enfin, mademoiselle, vous avez soulevé la question d'abord de la spécificité du système français et puis d'un dilemme qu'il faudrait trancher entre la formation des élites et l'égalité des chances. Je revendique le droit de ne pas choisir. Et d'ailleurs, je pense que quand on essaie de choisir, on dégrade et l'un et l'autre. Et je vous parle d'un pays où c'est un peu ce qu'on a parfois fait. La France a cette histoire traumatique avec l'université. Je ne suis pas là pour vous raconter les spécificités de chaque système, mais il se trouve que la France, quand elle a eu à inventer de l'excellence dans son pays, l'a toujours fait à côté de l'université. Ça a été le Collège de France au moment de la Renaissance. Dans les autres pays européens, on a dit que ce sera au cœur de l'université. Nous, on a créé quelque chose qui était à part, qui s'appelait le Collège de France. Après, dans le système napoléonien, on a créé en effet des grandes écoles, d'abord d'ingénieurs, puis au XXe siècle de hauts fonctionnaires, à part de l'université. Et on a fait pareil et donc avec les classes préparatoires. Et c'est un peu pareil pour la recherche. Le XXe siècle français a été marqué par des grands organismes de recherche qui, quand il a fallu faire de la grande recherche, ont voulu la construire à côté de l'université. Le CNRS, le CEA, l'INSERM. Et donc, l'histoire de la connaissance en France s'est toujours faite comme ça, à côté. Parce que, je vole cette formule à un philosophe et anthropologue français, M. Diribarne, la France est un pays aristocratique égalitaire. Nous avons la fascination pour l'égalité, mais nous adorons les règles aristocratiques. Et donc, si on peut avoir des systèmes d'élite très identifiés, c'est bien. Et on veut les deux. Mais il ne faut pas se tromper. Tous les autres systèmes qui ont construit sur la base du modèle universitaire leur propre fonctionnement, ils ont aussi créé de la sélection et ils ont aussi créé de la formation d'élite. En faisant de la sélection par les diplômes, en faisant de la sélection par des filières ou des prérequis, en faisant dans certains autres pays européens de la sélection par l'argent et les fees qu'on payait. Donc le système français a ses spécificités, mais il ne faut pas être naïf. Ce n'est pas parce qu'il y a une université comme modèle unique qu'il n'y a pas de sélection et que c'est un grand tout pour le reste. On a toujours sélectionné des élites parce qu'on a toujours eu besoin de gens qui ensuite sortaient à des postes de responsabilité et qui allaient ou faire la meilleure recherche, le meilleur enseignement, entraîner les autres. Et le tout étant que ce soit lié au mérite. Ce à quoi nous devons être collectivement attachés, c'est que nos mécanismes de sélection soient liés au mérite de chacun et ne soient pas de la reproduction sociale. Donc moi, ce que je déplore aujourd'hui dans le système français, c'est qu'il est encore trop la reproduction des origines. La France n'est pas le seul pays, c'est contre ça que nous sommes en train de nous battre. Ça commence dès la petite enfance. Ça veut dire qu'il faut investir davantage en termes éducatifs sur les jeunes qui viennent des milieux les plus défavorisés, parce que c'est eux qui ont le moins de chances d'avoir des performances scolaires. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois essayer de rattraper. Mais il faut tout faire pour que la sélection, à un moment donné où elle est indispensable,
ne soit pas injuste, qu'elle ne soit pas une sélection sur l'argent ou qu'elle ne soit pas une sélection sur la reproduction des inégalités familiales ou sociales. Ça, c'est le devoir que nous devons nous assigner et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis 1 an à travers l'école primaire, puis la réforme de l'orientation et maintenant la réforme de l'enseignement supérieur en France. Et cette réforme de l'enseignement supérieur en France que nous sommes en train de faire, qui est d'ailleurs une des conditions pour avoir un vrai système universitaire intégré sur le plan européen, c'est celle aussi qui consiste à dire notre université, elle doit pouvoir orienter les gens, elle doit pouvoir accompagner de manière plus individualisée les étudiants pour leur permettre de réussir. La France aujourd'hui est un système où quand vous venez d'une famille modeste, vous avez beaucoup moins de chances que quelqu'un qui vient d'un milieu favorisé d'accéder au système en effet des grandes écoles. La France est un système où quand vous venez d'une famille modeste, vous êtes perdu parce qu'il n'y a pas vraiment d'orientation, vous allez vous inscrire dans une filière universitaire dont vous ne connaissez pas les résultats académiques, dont vous ne connaissez aucun résultat professionnel, et selon les filières, dans 1/3 des cas, vous n'allez même pas finir la première année. Et des gens veulent m'expliquer que ça, c'est l'égalité des chances. Allons bon, c'est l'inverse de l'égalité des chances. C'est le mirage de l'égalitarisme où la règle devient le hasard. Et vous savez quoi ? Quand on donne la main au hasard, il ne fait pas bien les choses dans nos sociétés. Il reproduit les injustices de départ. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est de mettre beaucoup plus de moyens sur la formation des jeunes qui viennent des quartiers les plus difficiles, moins d'élèves par classe, de permettre qu'il y ait un meilleur accompagnement, une meilleure orientation, qu'il y ait ensuite, avant le baccalauréat ou l'abitur, une meilleure orientation des élèves, qu'on ait de la transparence sur les filières universitaires, dans nos pays comme à l'international, pour dire quelles sont les conditions pour y réussir. Si vous sortez d'une filière technologique, est-ce que vous allez avoir autant de chances que quelqu'un qui sort d'une filière biologie pour aller faire des études de médecine? Non. Et je vous aiderai davantage si je vous dis qu'il faut passer 6 mois en biologie avant, ou avoir telle ou telle discipline qu'il faut s'approprier. Donc, c'est vous aider, vous orienter, créer des parcours, favoriser des passerelles, mettre de la transparence, accompagner les individus. Et selon la filière que vous aurez choisie, et en fonction des étapes, permettre une sélection pour que les meilleurs puissent accéder à des meilleurs postes en fonction de leurs mérites, de leurs talents qui auront été évalués par leurs pairs et leurs professeurs, et que d'autres puissent trouver un emploi, quelles que soient les filières retenues, filière académique comme apprentissage. Mais je vous le dis en toute sincérité, à vouloir dire on combat la formation des élites, on ne s'attache jamais bien à œuvrer pour l'égalité des chances. Œuvrer pour l'égalité des chances, c'est s'assurer qu'une personne, d'où qu'elle vienne dans la société, si elle en a la force, la volonté et les mérites, puisse accéder au plus haut. C'est l'émancipation, c'est la mobilité dans la société. C'est ça ce que doit permettre un système scolaire et universitaire, et c'est ça ce que nous sommes en train d'essayer de faire, ce que nous allons faire en France et améliorer, mais c'est aussi cela ce que nous devons réussir à faire à travers l'Europe. Permettre que tout jeune, quelle que soit son origine sociale et géographique, s'il a envie d'embrasser les plus belles carrières à tel ou tel endroit, puisse le faire au simple vu de ses mérites, parce que nous aurons créé les règles d'accompagnement, d'orientation, d'égal accès dans le système d'orientation et d'enseignement supérieur européen. Nous allons maintenant prendre quelques questions autour de la scène et je demande au micro de se rapprocher de la scène. Alors, par exemple, monsieur, mademoiselle et, si vous le voulez bien, monsieur. Guten Tag, Uwe Böster. Bonjour, Monsieur le Président. J'étudie les ressources du management et les géosciences. Monsieur le Président, vous parlez d'une Europe avec un noyau où il y a un certain nombre de thèmes qui gravitent autour. Donc, on devrait pouvoir y accéder plus rapidement. Alors, j'aimerais savoir quelle est votre vision de ces différentes vitesses, comment peut-on contrebalancer ces différentes vitesses
keine Perspektive zum Anschluss mehr haben. Comment se peut-il que certaines parties de l'Europe n'aient plus de perspective, par exemple? Bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle Anita Ziegler. Je voudrais vous poser la question suivante. À 80 km d'Aix-la-Chapelle, nous avons la centrale de Tihange, belge, centrale à laquelle l'État français participe indirectement. Les populations de la région d'Aix-la-Chapelle ont certaines appréhensions, certaines craintes du fait de cette centrale. Vous, Monsieur le Président, comment pourriez-vous faire en sorte que ces craintes soient prises en compte et que vous leur donniez une certaine forme de sécurité? Et peut-être, Monsieur, une troisième question. Monsieur le Président, je m'appelle Nixon Com. J'étudie les sciences politiques. C'est un fait triste qu'en Allemagne, en France, mais dans d'autres États d'Europe de l'Est, par exemple, que les nationalistes sont en marche. Et ceci est basé sur la peur de l'avenir de beaucoup de personnes. Les mutations démographiques, les mutations climatiques, le changement des modes de travail, du fait de la numérisation et de l'automatisation. D'où ma question. Existe-t-il des possibilités de changer les choses? Est-ce que la politique, dans le cadre de l'État national, peut-elle y réagir? Et que pensez-vous d'une république des régions? Merci beaucoup. Je vais peut-être d'abord répondre à la question sur le nucléaire et je vais ensuite reprendre les deux questions européennes. Sur le nucléaire, j'ai vu d'ailleurs à la fois certaines associations de la population locale et certaines ONG comme Greenpeace qui s'exprimaient ce matin sur, en effet, les centrales que vous évoquez. Il y a aussi celle de Cattenom sur la frontière luxembourgeoise qui, je le sais, inquiète beaucoup de populations. Bon, d'abord, sur ce sujet, je pense qu'il faut essayer de s'en tenir aux faits. Il y a les peurs, on l'évoquait, sur tous les sujets, il y a des peurs. Mais il faut qu'on ait les peurs raisonnables et qu'on dise aussi comment on veut construire une stratégie européenne et laquelle. L'Allemagne a décidé, suite à Fukushima, de totalement quitter le nucléaire. La France n'a pas pris une telle décision parce que ce sont des décisions qui se prennent au niveau national. Est-ce que pour autant je considère que je mets en danger Aix-la-Chapelle ou je mets en danger le Luxembourg en faisant ça? Non, puisque j'en ai chez moi. Aujourd'hui, plus de 70% de l'énergie, en particulier de l'électricité qui est produite en France, se fait à partir de centrales. Si je pensais en mon fort intérieur que c'était une forme de production dangereuse, je les aurais toutes fermées dans mon pays, ou mon prédécesseur, ou la communauté nationale. Et je vous invite d'ailleurs à regarder cette technologie que nous maîtrisons depuis, elle aussi, 70 ans. A-t-elle fait plus de morts de manière directe ou indirecte que les centrales à charbon ou que d'autres? Très sincèrement, non. Non. Et je vous le dis en vérité. Et nous avons aujourd'hui en Europe le plus haut niveau d'exigence de sûreté nucléaire. C'est ce qui d'ailleurs explique tous nos retards dans les productions de nouvelles centrales, l'exigence qui est la nôtre. Et c'est là aussi où il nous faut savoir raison garder et avoir une approche très exigeante à l'égard des autres. On laisse certaines grandes puissances internationales vendre leurs centrales avec des exigences de sûreté très basses. Nous avons les meilleurs au monde, les meilleurs. Et il faut l'assumer. Lorsque des centrales ont le moindre doute, ou des tranches, ou des réacteurs, ils sont fermés. Vous en aviez encore il y a quelques mois des dizaines en France. Donc, le doute n'est jamais permis. Il y a une instruction permanente avec une autorité de sûreté qui est indépendante, qui rend compte devant le Parlement, dans un débat démocratique permanent. Donc là-dessus, je vous le dis en tout état de cause, de là où je parle, et j'en parle, la meilleure manière de vous faire part de ma confiance, c'est du choix qui a été fait pour mon pays. Si je pensais une seule seconde que le système français, sur le plan technologique, industriel, ou en termes de contrôle scientifique et démocratique, n'était pas sûr, j'aurais fermé toutes les centrales dans mon pays. Bon. Donc, vous avez la même garantie que le peuple français. Maintenant, le débat est un bon débat. Celui que vous portez, celui qui est porté là, c'est celui d'une conscience européenne. Vous me dites, bon, vous êtes président de la République des Français, très bien. Enfin, moi, je suis allemande et ça a un impact sur moi. Ben oui, mais moi, les choix allemands ont un impact sur moi aussi.
Parce que quand l'Allemagne, elle rouvre des centrales à charbon pour compenser son nucléaire, ça a un impact sur moi. Quand on réfléchit à des choix géostratégiques avec la Russie, ça a un impact sur moi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous devons avoir une vraie politique énergétique et climatique européenne, vous avez parfaitement raison, et que nous devons la construire. Alors nous l'avons fait, nous avons commencé à le faire, nous avons créé un système d'émissions en commun. Mais moi je regarde les choses en face, où sont nos priorités? Notre priorité des priorités, le fameux accord de Paris, l'accord climatique, c'est de supprimer les émissions de CO2. On dit le réchauffement de la planète, les gens qui meurent, là de manière directe, et on en chiffre en centaines de milliers, ce sont les particules. Donc il faut baisser les émissions de CO2 de diesel des véhicules et il faut baisser les émissions pour produire de l'énergie. Donc, moi, où je mets la priorité? J'en ai pris une, j'ai passé une loi, on ferme toutes les centrales à charbon et toutes les centrales thermiques dans le pays. Il en restait quelques-unes, on les ferme en totalité d'ici à 2021. Et c'est pour moi plus prioritaire que d'aller fermer des centrales nucléaires, parce que la centrale nucléaire, c'est aujourd'hui c'est le moyen le moins émetteur de CO2 de fournir de l'énergie non intermittente. Donc ça c'est le premier point. Soyons cohérents, ayons déjà une stratégie de réduction du CO2 partout en Europe et fixons-nous sur les émissions de CO2 par la mobilité et la production d'électricité une même stratégie. Nous ne l'avons pas. Moi j'ai pris une stratégie française, elle me semble avoir sa cohérence et elle aura ses résultats, mais on doit l'avoir au niveau européen. Ce qui suppose, si nous voulons l'avoir au niveau européen, qu'on doit fixer un prix minimum du CO2. On doit fixer un prix minimum du CO2. C'est le seul moyen d'avancer et de faire ces transitions et d'obliger tout le monde à bouger. Ensuite, on doit au niveau européen investir massivement, et c'est un point que nous partageons totalement avec la chancelière, sur le stockage d'énergie. Parce que qu'est-ce qui va me permettre d'aller plus vite pour passer du nucléaire au renouvelable dans un pays comme la France? C'est le stockage de l'énergie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai qu'on peut dire je vais couper une centrale nucléaire et je vais vous ouvrir l'équivalent en renouvelable? C'est que le renouvelable, il faut que le soleil brille ou que le vent tourne. C'est intermittent. Et nous n'avons pas les technologies pour le stocker. Et donc, il y a une évolution technologique pour obtenir le stockage qui permettra de faire des sources de renouvelables une production non intermittente d'énergie. Deuxième axe européen où on doit être partenariaux, c'est investir, avoir des solutions de batterie, de stockage d'énergie ensemble et développer des acteurs industriels pour aller dans ce sens. Troisième point, compte tenu de tout ce qu'on évoquait tout à l'heure et des instabilités, ne nous trompons pas. On ne doit pas troquer notre souveraineté pour celle des autres. Moi, je ne fermerai pas de centrale dans mon pays pour dépendre du gaz ou de ceci, de cela, de puissances qui ne partagent pas forcément nos points de vue et nos priorités. Je vous le dis très franchement. Et donc, je veux diminuer notre dépendance à l'énergie nucléaire, je le ferai, je m'engagerai dans cette stratégie, mais ce ne sera ni en rouvrant des centrales à charbon, ni en réduisant notre souveraineté énergétique française ou européenne. C'est les deux lignes rouges. Donc c'est simple. Et donc, on doit pouvoir trouver ce scénario-là, mais il ne faut pas le faire sous l'emprise comme ça de la passion, sinon ce seront d'autres qui font les choix pour nous. Et ceux qui produisent le gaz ensuite dont on aura besoin, le bilan CO2 n'est pas bon, et le bilan géopolitique n'est pas bon non plus. Ne nous trompons pas. Enfin, nous avons collectivement besoin de nous protéger justement face à certains intérêts. C'est pourquoi moi je suis très favorable à ce qu'on ait aussi une taxation aux frontières sur certaines activités industrielles très consommatrices de CO2. Nous, on oblige nos industriels, et c'est pour finir ce panorama de la politique énergétique et climatique, on oblige nos industriels, nous, à aller vers plus de renouvelables, à produire plus propre, et c'est très juste. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire, on va aller plus loin. Mais on ne peut pas leur dire, vous allez continuer à être en concurrence avec des industriels à l'autre bout du monde, qui eux peuvent continuer à polluer à tout va. On doit corriger ça à nos frontières. Et ça pourrait d'ailleurs être une ressource propre du budget européen. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas avoir un discours de peur sur le nucléaire irrésolu. Moi, je vous garantis, de là où je suis, qu'on y met toutes les garanties technologiques, industrielles et démocratiques. Je suis d'ailleurs prêt à ce que l'autorité de sûreté nucléaire puisse avoir un dialogue très transparent et citoyen avec les associations, avec les collectivités territoriales, avec à la fois l'État et la ville, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez ici.
Et ce n'est pas parce que vous êtes de l'autre côté de la frontière que l'autorité de sûreté nucléaire française ne devrait pas vous répondre. Donc moi, je ferai tout ce que je peux faire, et tout ce que je dois faire, pour qu'il y ait ce débat démocratique alimenté. Mais ça s'inscrit dans cette stratégie d'ensemble qui me semble être cohérente et à la mesure de nos objectifs à la fois climatiques et justement de santé publique. Pour ce qui est ensuite de vos deux questions sur l'Europe, ce que je propose n'est pas de laisser certains pays européens sans perspective. Je dis simplement qu'aujourd'hui, on voit bien, nous n'arrivons plus à avoir des perspectives communes. On a réussi à, en quelque sorte, régler, je le disais ce matin, à chaque fois en faisant à la dernière seconde le plus petit pas suffisant pour régler qui la crise migratoire, qui la crise financière depuis 10 ans, mais on n'a pu redonner de grandes perspectives. Et pourquoi? Il faut bien se le dire, parce qu'on est trop nombreux autour de la table. On a instauré cette règle en étant à 28, demain 27, de fait de la règle de l'unanimité, même si on ne va pas au vote. On n'accepte plus d'avancer en ayant une grosse minorité de blocage. Et il y a eu, c'est comme ça que fonctionne le Conseil. Et donc les avancées sont pensées sur ce plan-là. La Commission peut avancer sur des choses. Elle a les règles communautarisées, elle n'a pas besoin en effet de ces règles de majorité. Le Parlement parfois arrive à faire des avancées, mais à la table du Conseil européen, et quand on regarde les États membres, nous n'arrivons pas aujourd'hui à redonner de la profondeur de champ, à redonner une vision à 5 ans, à 10 ans et à prendre ces bons risques. Ce qui veut dire que, et on le voit bien, on a besoin de redonner à la fois de la cohérence et de la vision. Moi, je ne veux pas ne pas donner de perspective, je veux redonner les perspectives premières à tous les pays de l'Union européenne. Si on regarde les choses depuis 10 ans, au fond depuis qu'on a un peu de recul sur l'élargissement, est-ce qu'on a amélioré la convergence entre Européens? Quand je vois une Hongrie qui utilise les fonds structurels pour assumer le fait qu'elle baisse son impôt sur les sociétés ou qu'elle fait du dumping fiscal en luttant contre parfois certains de nos principes juridiques et qu'on n'arrive pas à lui réduire ses fonds structurels ou à rentrer dans un débat vigoureux, je ne suis pas sûr que c'était l'objectif des pères fondateurs et que c'était l'objectif même de nos politiques de solidarité et de cohésion structurelle. Et je l'ai dit à Viktor Orban, on a partagé ce désaccord. Quand je vois d'autres en Pologne qui contreviennent aux règles de l'état de droit, qui sont même d'avant l'Union européenne, mais qui sont celles du Conseil de l'Europe en termes de séparation des pouvoirs, de respect de la justice, et que nous avons tant de difficultés à les bloquer, est-ce qu'on a le sentiment qu'on a créé une convergence? Assez peu. Et donc, moi je crois d'abord que cette Europe à 27, il faut lui redonner le sel de ses règles et de dire les pays les plus riches ont accepté de contribuer, moi je n'ai pas d'état d'âme, mais pour aider les autres à revenir vers un centre de gravité, vers un principe de convergence. Et on a laissé cette Europe devenir une Europe du dumping fiscal, social et démocratique. Et en gros, on laisse les gens dire moi je prends les fonds structurels, mais je vais attirer les entreprises en mettant mon impôt sur les sociétés le plus bas possible. Moi, je vais avoir les règles sociales vraiment les moins favorables pour les travailleurs possibles, ça attirera les gens. C'était le détournement du travail détaché. Et les autres disant moi, je vais utiliser l'Europe pour être le plus dur possible, j'aurai les protections de l'Europe, mais sans ces contraintes. L'état de droit, c'est quelque chose qui nous encombre. Je reprends ma liberté. Non au dumping fiscal, social, environnemental, démocratique en Europe. Ça, c'est la base, et c'est déjà une perspective, parce que beaucoup l'ont perdu. Beaucoup l'ont perdu. Donc retrouvons ce fil qui est celui même de l'Europe des années 80. Ça, c'est à 27. Maintenant, on doit se dire, si on veut construire cette Europe plus unie, plus souveraine, plus démocratique, on est prêt à quelques-uns à y aller. Moi, je ne sais pas dire lesquels. Peut-être certains sont dans les membres fondateurs, peut-être qu'il y en a qui n'y étaient pas, peut-être que ce sont des gens d'ailleurs nouvellement arrivés. C'est une règle dont la base doit être l'envie et la capacité de faire. Sortons de la logique où un seul suffit à bloquer le club. La France l'a fait en 2005, donc je parle en connaissance de cause. Le référendum français où nous avons voté non a bloqué tout le monde. Mais moi je pense que c'est beaucoup plus efficace si on dit celui qui est contre, il laisse les autres avancer, eux avancent, et lui reste dans un deuxième cercle. Et donc ça donne des perspectives, mais l'Europe n'a jamais avancé que comme ça. Je rappelle que nous avons avancé à 2 au début. On a dit nous on est prêts à mettre ensemble ce par quoi nous nous sommes détruits jusque-là.
le charbon et l'acier. On y va. Et puis, étape par étape. Et puis, avec le Benelux, et premier cercle, et puis les élargissements successifs. Parce qu'on a créé une dynamique de l'ambition qui a créé de l'envie. Quand il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus d'envie. Quand on veut dire c'est un syndic de copropriété à la règle de l'unanimité, où il en suffit d'un qui bloque pour que plus personne n'avance, il n'y a plus de dynamique d'envie. Celui qui a le pouvoir, c'est celui qui doute. Donc, il est absolument nécessaire que ce noyau dur puisse construire une souveraineté plus intégrée, plus de solidarité, parce que cette Europe a besoin de solidarité, de transfert. Et je vais y revenir. Et de dire simplement à chaque fois, il y a deux règles. Il faut une règle qui est celui qui ne veut pas ne bloque pas ceux qui veulent avancer, mais la porte n'est jamais fermée si quelqu'un veut joindre le club et qu'il en a les moyens. Et à ce moment-là, on recrée une dynamique positive. Et donc, c'est cette perspective sincère que je veux offrir à tous les pays européens. Et vous le voyez bien d'ailleurs, est-ce qu'on a rendu service à certaines opinions publiques ou certains pays avec l'élargissement tel qu'on l'a fait vivre? Enfin, regardez, votre collègue d'ailleurs l'a dit, les nationalismes sont plus forts après l'élargissement. Donc, une Europe fatiguée, bureaucratique, qui ne propose plus, elle ne donne pas envie à des opinions publiques, même à la périphérie de l'Europe. Ça n'est pas vrai. Donc, il faut là aussi qu'on ait un discours de vérité. Et j'aurai le même, et je l'ai eu sur l'élargissement. Moi, je suis pour ancrer dans l'Europe les Balkans occidentaux. Je suis pour avoir une relation stratégique avec la Russie ou la Turquie. Donc, je suis pour leur donner des perspectives. Mais arrêtons l'hypocrisie. Ça ne marche pas à 28. On n'arrive plus à avancer. À 27, on aura beaucoup de mal. Est-ce qu'on va dire on va passer à 30 ou 32? Non, on a d'abord besoin de passer par cette phase de plus grande intégration. On a besoin de passer par une phase d'approfondissement démocratique, d'ambition, de souveraineté à quelques-uns, en donnant des perspectives sincères aux Balkans occidentaux, mais pas en leur disant on va commencer le mois prochain à vous intégrer. C'est ridicule, on leur ment. On leur ment. Il faut arrêter l'hypocrisie qu'on a avec la Turquie. Je l'ai dit moi en début d'année, là aussi avec le président Erdogan. Je souhaite que la Turquie regarde l'Europe et ne se tourne pas vers le pire. Est-ce qu'on pense raisonnablement qu'on va rouvrir de nouveaux chapitres d'intégration avec la Turquie? Non, compte tenu des choix qui sont faits. On doit aussi être dans un dialogue exigeant, et exigeant avec nos propres principes. Ils sont en train plutôt de s'éloigner. Donc ayons une forme de stratégie de coopération dans la durée. Et avec la Russie, on doit réussir à redialoguer aussi pour que la Russie se tourne vers nous. Mais vous voyez, c'est ça, un noyau dur très intégré, mais toujours ouvert. Un deuxième cercle qui sera celui de la souveraineté numérique, énergétique, géopolitique et de migration. Un troisième cercle qui sera celui d'une union large, peut-être proche du Conseil européen, et un cercle de partenariat. Mais arrêtons de penser qu'il n'y a qu'un seul cercle fermé qui ne peut faire qu'un millimètre si tout le monde est d'accord à l'unanimité. Ça n'est pas l'esprit européen et ça n'est pas la promesse sur laquelle nous avons vécu. Donc j'assume cette Europe à plusieurs vitesses parce qu'elle l'est aujourd'hui à plusieurs vitesses. Il y a l'euro, il y a Schengen, elle est déjà à plusieurs vitesses. Mais ayons une Europe à plusieurs vitesses pour accélérer plutôt que pour reculer. En tout cas, c'est ce que je porte. Et c'est ce qui rejoint votre dernière question sur les nationalismes et comment y répondre. Les régions font partie, la décentralisation le plus proche du terrain fait partie, ça dépend après de nos systèmes, il y a des systèmes plus fédéraux, il y en a d'autres plus décentralisés. Je crois que ce sont en tout cas des acteurs avec les villes qui sont essentiels pour donner plus de vitalité à nos politiques publiques, à nos décisions et plus de proximité. Mais la clé, elle est aussi dans notre capacité à penser cette souveraineté européenne et notre capacité à retrouver le contrôle. Face aux grands risques que vous avez rappelés et que nous évoquons depuis le début de cet échange, la réponse ne peut pas simplement être de dire on va redonner plus de pouvoir aux régions ou aux villes. Sinon, on pourrait aller d'ailleurs jusqu'au bout du raisonnement vers un nouveau féodalisme européen. À un moment, on a eu cette réponse-là par les villes libres en Europe. Ça a existé dans notre histoire. Et c'est aussi pour ça que je pense que la vitalité des villes ou des régions est importante dans la capacité, la plasticité que l'Europe doit avoir dans ses réponses. Mais enfin, tous les grands risques dont nous parlons, ils ont besoin d'une souveraineté européenne. Et il faut à la fois plus de proximité, mais il faut aussi qu'au niveau européen, et à quelques-uns qui sont prêts à le porter, on puisse, d'une même voix,
parler sur les risques géopolitiques, énergétiques, climatiques, numériques, etc. Et ce n'est pas là en les mettant simplement au plus proche. Et donc, pour moi, la clé, elle est dans le tandem souveraineté-solidarité. Je pense qu'on a commis une erreur funeste ces dernières années, ces dernières décennies, en laissant le concept de souveraineté aux nationalistes. Et en quelque sorte, on a laissé dire que ceux qui croyaient dans la forme de l'État-nation étaient les seuls qui pouvaient penser le contrôle de soi, la capacité à rendre compte et à contrôler les choses. Ça n'est pas vrai. Il y a une souveraineté nationale. J'en suis l'émanation. Donc, je l'aime, j'y crois, et je pense qu'elle a son importance. Mais elle est à conjuguer avec une souveraineté européenne. J'ai beau être le président de la République française, je l'ai dit en essayant de répondre à votre collègue, je pense que le défi climatique, le défi numérique, le défi des migrations, je ne peux pas y répondre seul comme président de la République française. Ça n'est pas vrai. J'ai besoin que nous construisions une vraie souveraineté européenne pour répondre à ces défis qui angoissent, qui nourrissent les peurs. Et donc, en donnant le sentiment que quand on était européen, on était contre toute forme de souveraineté, on a laissé les gens qui étaient ou les victimes de ces peurs, ou les plus effrayés par ces peurs, dire ces gens-là ne sont pas sérieux. Alors on a compris, ceux qui sont pour l'Europe, eux, ils sont pour plus avoir de contrôle du tout. C'est le marché qui va faire les choses. C'est une énorme erreur. Être pour l'Europe, être pour l'ouverture, ce qui est mon cas, ça ne veut pas dire être pour l'ultralibéralisme et l'absence de règles. Ça veut dire être pour le bon niveau de décision collective et la bonne efficacité des règles au niveau européen. Je veux que nous reprenions le contrôle sur les choses. Moi, je crois dans une Europe qui protège, parce qu'elle aura posé les bons débats et pris les bonnes décisions. C'est ce que nous avons commencé à faire sur le travail détaché. Partout dans mon pays, les gens disaient le travail détaché, c'est l'Europe qui dit ça, c'est formidable, les gens peuvent circuler. Mais enfin, j'ai des travailleurs qui viennent à la moitié du salaire minimal dans notre pays pour voler nos emplois. Et puis de l'autre côté, des entreprises qui sont délocalisées. C'est pas ça l'Europe, c'est vrai. C'était une perversion de l'Europe. On est en train de le réformer. Le Parlement achève un travail que nous avons lancé pour pouvoir converger. Et vous le voyez, repenser la solidarité au niveau européen, c'est pouvoir dire à nos opinions publiques, à nos peuples, de cela, nous pouvons décider. Ça dépend de nous. Après, on peut ne pas être d'accord sur la solution. On peut avoir un vrai débat. Mais déjà, je peux vous dire, si cette décision est préférée à celle-ci, c'est moi qui suis responsable. Et arrêtez de dire ce qui est la pire des choses pour les gouvernants. Nous n'y pouvons rien. Parce que quand on dit nous n'y pouvons rien, à ce moment-là, on laisse la parole à des nationalistes qui disent nous nous pouvons quelque chose, venez vers nous. C'est ce qu'ont fait certains avec le Brexit. Vous avez d'ailleurs vu qu'une fois la promesse faite et après avoir convaincu leur peuple, ils se sont bien dispensés d'aller aux responsabilités et ont quitté la scène politique pour laisser le soin à d'autres de gérer, parce que c'est dur. Donc la souveraineté, c'est essentiel. Et l'autre point, et je le dis devant vous ici, c'est très important, c'est la solidarité. On a besoin, si on veut curiasser, vaincre les égoïsmes nationaux, on a besoin de solidarité. Et je le dis, je le sais bien, je le dis ce matin, depuis un pays où peut-être l'opinion commune allemande, et en tout cas ces dernières années, a souvent été de dire ils demandent la solidarité parce qu'ils veulent l'argent pour eux. Parce que les Français, on les connaît, ils ne font pas les réformes, ils dépensent beaucoup. Donc ils disent qu'ils veulent de la solidarité, mais derrière les belles idées, c'est qu'ils veulent notre argent. Il se trouve que depuis un an, je fais les réformes. Sur le marché du travail, sur l'éducation, sur la SNCF, le gouvernement est en action, la majorité parlementaire, plusieurs députés sont là, des membres éminents de la majorité du gouvernement. Nous faisons ce travail. Donc la solidarité dont je parle, ce n'est pas une solidarité pour la France. La France, elle est contributrice. Elle a payé autant que l'Allemagne sa quote-part au moment de la crise des dettes souveraines. La France, elle est prête à contribuer encore plus et d'y payer pour un budget européen et un budget de la zone euro. Mais on a besoin de solidarité parce que sinon, nous allons, nous deux, étouffer les autres. Et il ne faut pas se tromper, il y a des moments d'hégémonie dans l'Europe. La France, elle a été hégémonique au début des années 2000. On était les premiers, tout allait bien. Rappelez-vous, à l'époque, on disait l'Allemagne, c'est l'enfant malade, tout va mal, etc.
Et nous, les Allemands, à ce moment-là, ont fait des propositions de réforme. Les Français ont dit, on a le temps, on verra plus tard. On n'a pas avancé. L'Allemagne a fait ses réformes. Mais l'Allemagne, elle a pu faire ses réformes parce qu'elle a eu la solidarité européenne au moment de la réunification. Et il ne faut jamais l'oublier. Parce qu'au moment où l'Allemagne était très faible, l'Europe a été là et a aidé l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne, parce qu'elle a fait ses réformes avant la crise financière, est à un moment de son histoire extrêmement forte. C'est l'économie la plus forte et elle a des excédents budgétaires et commerciaux. Ces excédents budgétaires, c'est cette force accumulée et ça a été démultiplié pendant la crise. Et les excédents commerciaux, c'est les dysfonctionnements de la zone euro. Elle a plus d'excédents commerciaux avec les autres États membres de la zone euro que la Chine. Et les excédents commerciaux, c'est toujours aux dépens de quelqu'un. Et aujourd'hui, on a des pays qui ont fait le travail. Le Portugal, l'Italie, l'Espagne, qui ont fait des ajustements qu'aucun de nos pays n'a connus depuis la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils ont fait des réformes qui ont consisté à baisser des salaires, à baisser des retraites. En termes réels, on ne l'a jamais fait, nous, dans nos pays. Et ils l'ont fait, ils ont encore aujourd'hui 25, 30, 40% des jeunes au chômage. Et on va leur dire, nous, on n'est pas pour la solidarité entre nous. Plus d'intégration, un budget d'investissement, de relance en Europe, ce n'est pas le moment. Mais cette jeunesse-là, elle va se tourner vers le nationalisme. Elle dira, on a compris. Ce n'est plus un sujet de souveraineté seulement, c'est un sujet de solidarité. Et donc, notre devoir aujourd'hui, c'est aussi de regarder cette Europe, et qui est à nos portes, ce n'est pas si loin que ça. Ce n'est pas à 80 km, c'est un peu plus, mais elle est là. Parce que la promesse qu'on a faite, et pour rejoindre ce que je disais sur l'université, on n'a pas dit au moment où on a fait l'Europe, si tu es un jeune Andalusien, si tu es un jeune Lisboète, ton avenir est de pouvoir venir à étudier à Paris ou à Aix-la-Chapelle, on a dit tu peux réussir chez toi. Mais aujourd'hui, l'Europe qu'on leur vend à ces jeunes, c'est de dire tu peux réussir si tu es bon et si tu as les moyens de voyager. Parce que ça marche bien dans certaines régions d'Europe. Mais il ne peut pas réussir chez lui. Parce que chez lui, il a encore un taux de chômage qui est parfois de la moitié de sa classe d'âge. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ça veut dire que des jeunes de votre âge, depuis 10 ans, ils ont connu le recul des droits sociaux et l'absence de perspective. Il faut aussi qu'on regarde ça. Et ce n'est pas parce que nous, on est dans une région qui va bien en Europe qu'on doit l'oublier. Et donc, notre devoir, si on veut vaincre les nationalismes dont vous parliez, c'est d'assumer d'avoir une souveraineté européenne et de ne rien lâcher. Et d'accepter, en même temps que la responsabilité portée par chaque gouvernement, qui suppose de faire des réformes parfois difficiles, parce que c'est notre devoir, de porter une plus grande solidarité européenne, économique, financière, éducative, de migration, avec des critères de responsabilité, comme je le disais, pour votre collègue. Celui qui ne joue pas le jeu, celui qui ne respecte pas les règles communes ou l'état de droit, on ne l'aide plus. Mais il faut qu'on ait cette solidarité. Sinon, les nationalismes continueront à avancer. Et un dernier point. Moi, je rêve d'une Europe où ce ne seront pas les nationalistes qui seront en marche. Monsieur le Président, une heure est passée très vite, trop vite à vous écouter. Le temps du débat est terminé, à moins que vous ne souhaitiez prendre encore une question. Ah, mais est-ce qu'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu et qui se posent? Je ne pourrais pas toutes les prendre, mais je veux bien en prendre 2 encore. Allez-y. Alors, 2 questions, donc monsieur et mademoiselle, et nous terminerons. Des questions courtes, s'il vous plaît. Alors, bonjour monsieur. Déjà, je suis impressionné par tout votre courage dans ce que vous faites et dans ce que vous dites, donc bravo à vous. Et je me posais une question sur le long terme. Donc, qu'est-ce que vous pensez de la nationalité européenne? C'est-à-dire plutôt qu'être français, allemand, espagnol, qu'on se rassemble tous sous la nationalité européenne. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je m'appelle Niarif Frakosh, j'étudie les sciences sociales ici à la RWTH, essentiellement la théologie et la politique. J'aurais une petite question à vous poser à propos de l'Europe et à propos du terme l'identité européenne dont vous avez parlé régulièrement.
Et ma question est la suivante. Alors, comment les Européens doivent-ils développer une langue européenne? Comment peut-on y avoir une identité commune sans une langue commune? Alors, nous allons donc finir par la nationalité et la langue. Ce qui montre combien, quand on pense l'Europe et qu'on parle d'Europe, et je l'ai évoqué à plusieurs reprises, et ça rejoint le débat qu'on avait sur les universités et notre histoire, on doit penser les traductions, peut-être parfois les incompréhensions, les imperfections. Je ne crois pas qu'il y aura à un moment une nationalité européenne qui remplacera les identités nationales. Je pense par contre que nous pouvons continuer et que nous devons parachever une citoyenneté européenne qui complétera la citoyenneté nationale et l'identité nationale qui est celle de chacun. Vous continuerez à être de vos pays, tout en étant européen. Et chacun d'ailleurs dira « je suis européen et allemand, européen et espagnol ou espagnol et européen selon sa préférence », mais les deux seront accolés. Et je ne crois pas que l'un puisse se substituer à l'autre. En France, j'ai théorisé le « en même temps ». Je crois qu'il a beaucoup de sens pour l'Europe et ça rend l'Europe plus forte. Je n'ai pas porté un projet stricto sensu fédéraliste européen, parce que je ne crois pas à la suppression, justement, de certains choix souverains. Je pense que la souveraineté européenne, comme je le disais à vos collègues, elle vient ajouter quelque chose à la souveraineté nationale, elle se conjugue avec elle. Elle lui apporte quelque chose en plus. Et donc je pense que nous avons tout à fait intérêt à avoir une carte d'identité qui soit européenne. Nous avons intérêt à aller avoir vers ce qui constitue une citoyenneté, de renforcer le débat démocratique européen. Ce qui est attaché à la citoyenneté, c'est la capacité à émettre des droits, des préférences. C'est aussi pour ça que je voulais des élections européennes qui soient plus européennes, avec des vraies listes européennes et un débat où il y avait des têtes de liste européennes. Je pense que ça a beaucoup de sens, c'est ça, aller vers une citoyenneté plus européenne. Vous voyez que je préfère citoyenneté à nationalité, qui par étymologie renvoie plus à l'État-nation. Et donc je pense qu'on peut approfondir, améliorer une citoyenneté européenne, qui est d'avoir une conscience commune. C'est le débat qu'on a eu sur le nucléaire. C'est de ne pas dire « ceci ne vous concerne pas parce que c'est de l'autre côté de la frontière ». Ça vous concerne totalement. C'est un débat citoyen. Il est européen. De se dire, nos élections à venir en mai 2019, elles doivent plus ancrer la citoyenneté européenne. Ça ne doit pas être une agrégation de débats nationaux, stricto sensu. Et donc je crois à une citoyenneté européenne plus forte, parce qu'il y aura plus de souveraineté, parce qu'il y aura plus de démocratie, parce qu'il y aura une culture encore renforcée, ces universités que nous avons évoquées. Mais je ne pense pas qu'elle viendra se substituer aux nationalités, je pense qu'elle leur donnera encore plus de force et qu'elle les conjuguera dans le bonheur. Et ça rejoint l'idée de langue. On a plusieurs fois rêvé à cela. La vérité, c'est que c'est arrivé que l'Europe ait sa langue à chaque fois qu'il y a eu des empires européens, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a eu des hégémonies linguistiques. Le latin a été la langue européenne. Le français a voulu l'être, l'allemand aussi, à d'autres périodes de nos histoires. Et je l'évoquais ce matin rapidement, un de vos philosophes, Peter Sloterdijk, a écrit un très beau livre comme ça sur les transferts d'empire, qui était un concept juridique médiéval, et qui est le fait qu'on a toujours pensé l'Europe par des formes juridiques calquées sur l'Empire romain. Et d'ailleurs, l'Empire carolingien est exactement dans la lignée de ces visions, c'est-à-dire qu'il y a une hégémonie sur les autres. Et donc, on a eu des moments comme ça. Il y a eu l'Empire carolingien, il y a l'Empire napoléonien, il y a l'Empire bismarckien, il y a l'Empire hitlérien. On a eu des formes dans nos histoires collectives, plus ou moins déviées, de ces translatio imperii. Mais à chaque fois, il y avait un point, c'était une hégémonie. Il y en a un qui dominait les autres. L'Union européenne a cela d'unique, c'est qu'elle repose sur des équilibres. Personne ne dirige. On n'a pas le droit. Vous pouvez prendre le leadership des idées, de la proposition, mais avec un espoir, c'est que quelqu'un soit plus ambitieux que vous, ou vienne vous la reprendre pour la faire. Ça ne peut marcher que comme ça, l'Europe. Et donc, dans ce contexte-là, il ne peut pas y avoir une langue dominante. De fait, aujourd'hui, c'est parfois l'anglais. Et c'est un peu un paradoxe au moment du Brexit. Moi, je crois qu'il y a une langue européenne, c'est la traduction.
Il y a une langue européenne, c'est la traduction. C'est celle, je rendais hommage tout à l'heure à Erasme, tous les grands Européens ont été des traducteurs, des passeurs. L'Europe des cafés, cette civilité européenne, l'Europe des universités, des promeneurs, de ceux qui ont pris parfois tous les risques pour elle, ce sont des femmes et des hommes qui ont constamment été dans une forme de déséquilibre linguistique. Et c'est ça l'Europe. C'est toujours une forme de fragilité. Madame de Staël, au XVIIIe siècle, qui était une formidable européenne, adorait l'Allemagne. Elle a écrit un très beau livre sur l'Allemagne. Et elle avait cette phrase très jolie. Elle vivait avec un autre grand auteur français qui était Benjamin Constant. Et elle disait, quand je n'arrive pas à exprimer un sentiment en français, je vais chercher l'allemand. C'est ça la langue européenne. C'est quand on n'arrive pas à dire quelque chose, peut-être dans sa langue maternelle, l'étrangeté familière d'une autre langue européenne qu'on a apprise, que ce soit l'anglais, l'espagnol, l'italien ou l'allemand, vous permet de le dire. Parce qu'elle vous a dit quelque chose de vous-même. L'Europe, c'est aussi pour ça que ce ne sera jamais totalement la même nationalité, totalement une seule langue. Parce que c'est cette forme d'oxymore permanent, d'étrangeté familière. Mais vous savez, l'amour véritable, c'est l'amour de l'autre. S'aimer soi-même, c'est narcissique. Vouloir dire « je veux que l'Europe soit faite tout d'un sang blanc et à ce moment-là, je l'aimerai », c'est pas vrai, c'est pas ça l'amour. La force de l'Europe, son unicité, c'est sa fragilité et c'est qu'elle tisse toujours en son sein le même et l'autre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a toujours pensé l'universel. Et donc, nous ferons beaucoup d'autres débats comme ça, et il y aura toujours des traducteurs, il y aura toujours des intraduisibles, il y aura peut-être des malentendus, mais à la fin, c'est dans cette petite imperfection que gît le plus beau de l'Europe et sa volonté d'aller de l'avant. C'est que ce mouvement est toujours inachevé. Merci à vous. Merci.